Certains jours pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie ou cette étude sur Vermeer à laquelle il était remis dernièrement. On venait lui dire que Madame de Crécy était dans son petit salon. Il allait y retrouver, et quand il ouvrait la porte, au visage rosé d'Odette, dès qu'elle avait aperçu ce vent, venait changeant la forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelé de ses joues. Se mélangeait un sourire. Une fois seul, il revoyait ce sourire, celui qu'elle avait eu la veille, l'autre dont elle l'avait accueilli, telle ou telle fois, celui qui avait été sa réponse. En voiture, quand il lui avait demandé s'il lui était désagréable en redressant les quatre liasses, et la vie d'Odette pendant le reste du temps, comme il n'en connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans couleur, semblable à ces feuilles d'études de bateau où on voit ça et là, à toutes les places, dans tous les sens, dessinées aux trois crayons sur le papier chamois d'innombrables sourires. Mais parfois, dans un coin de cette vie, que devant brûler toute vide, si même son esprit lui disait qu'elle ne l'était pas, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer, quelques amis qui se doutaient qu'ils s'aimaient, ne se fût pas risqué à lui rien dire d'insignifiant, lui décrivait la silhouette d'Odette, qu'il avait aperçue le matin même, montant à pied la rue Abatussi, dans une visite garnie de scoum, sous un chapeau à la Rembrandt et un bouquet de violettes à son corsage. Ce simple croquis bouleversait cette femme parce qu'il lui faisait tout d'un coup apercevoir qu'Odette avait une vie qui n'était pas tout entière à lui. Il voulait savoir à qui elle avait cherché à plaire par cette toilette qu'il ne lui connaissait pas. Il se promettait de lui demander où elle allait à ce moment-là, comme si dans toute la vie incolore, presque inexistante parce qu'elle lui était invisible, de sa maîtresse, il n'y avait qu'une seule chose, en dehors de tous ses sourires adressés à lui. Sa démarche sous un chapeau de la Rembrandt avec un bouquet de violettes au corsage. Sauf en lui, demandant la petite phrase de Vinteuil ou de la valse des roses, Isvan ne cherchait pas à lui faire jouer plutôt des choses qu'il aima. Pas plus en musique qu'en littérature, à corriger son mauvais goût. Il se rendait bien compte qu'elle n'était pas intelligente. En lui disant qu'elle aimerait tant qu'il lui parle de grands poètes, elle s'était imaginé qu'elle allait connaître tout de suite des couplets héroïques et romanesques dans les genres de ceux du vicomte de Borelli. En plus émouvant encore, pour faire mère d'elle, elle lui demanda s'il avait souffert par une femme, si c'était une femme qui l'avait inspiré. Et devant lui avouer qu'on n'en savait rien, elle s'était désintéressée de ce peintre. Elle le disait souvent, je crois bien, la poésie naturellement, il n'y a rien de plus beau. Si c'était vrai, si les poètes pensaient tout ce qu'ils disent, mais bien sûr, il n'y a pas plus intéressé que ces gens-là. J'en sais quelque chose. J'avais une amie qui a aimé une espèce de poète. Dans ses vers, il ne parlait que de l'amour, du ciel, des étoiles. Ah, ce qu'elle a été refaite. Il lui a croqué plus de 300 000 francs. Sérieusement, cherchait à lui apprendre en quoi consistait la beauté artistique, comment il fallait admirer les vers ou les tableaux. Au bout d'un instant, elle cessait d'écouter, disant « Oui, je ne me figurais pas que c'était comme cela. » Et il sentait qu'elle éprouvait une telle déception qu'il préférait mentir en lui disant que tout cela n'était rien, que c'était encore que des bagatelles qu'il n'avait pas le temps d'aborder. Le fond, il y avait autre chose. Mais elle lui disait vivement « Autre chose, quoi? Dis-le alors. » Mais s'il ne le disait pas, sachant combien ça lui paraîtrait mince et différent de ce qu'elle espérait, moins sensationnel et moins touchant, et craignant que désillusionnée de l'art, elle ne le fût en même temps de l'amour. En effet, elle le trouvait actuellement indifférent, inférieur à ce qu'elle aurait cru. Tu gardes toujours ton sang-froid, je ne peux te définir. Elle s'émerveillait davantage de son indifférence à l'argent, de sa gentillesse pour chacun, de sa délicatesse. Il arrive en effet souvent que de plus grand que l'était décevant pour un savant, pour un artiste, quand il n'est pas méconnu par ceux qui l'entourent, que celui de leurs sentiments qui, pour la supériorité de son intelligence, s'est imposé à eux. Ce n'est pas leur admiration pour ses idées, car elles leur échappent, mais leur respect pour sa bonté. C'est aussi du respect qu'inspirait à Odette la situation qu'avait Esban dans le monde, mais elle ne désirait pas qu'il cherchât à l'y faire recevoir.
Peut-être sentait-elle qu'il ne pouvait pas y réussir, et même craignait-elle que rien qu'en parlant d'elle, il ne provoqua des révélations qu'elle me redoutait. Toujours était-il qu'il lui avait fait promettre de ne jamais prononcer son nom. La raison pour laquelle elle ne voulait pas aller dans le monde, lui avait-elle dit, était une brouille qu'elle avait eue autrefois avec une amie qui, pour se venger, avait ensuite dit du mal d'elle. Svan objectait, mais tout le monde n'a pas connu ton ami. Mais si, ça fait la tache d'huile, le monde est si méchant. D'une part, Svan ne comprit pas cette histoire, mais d'autre part, il savait que ses propositions, le monde est si méchant, ne proclame Dieu, fait la tache d'huile, sont généralement tenues pour vraies, il devait y avoir des cas auxquels elles s'appliquaient. Celui d'Odette était-il l'un de ceux-là? Il se le demandait, mais pas longtemps, car il était sujet lui aussi à cette lourdeur d'esprit qui s'appesantait sur son père quand il se posait un problème difficile.